connaît bien le problème espagnol notamment. Hein. Et ça devient gravissime. Pour les gens qui ont des enfants, il y a une vraie angoisse. Hein. Comment ma fille va rentrer dans la drogue, à quel moment, comment puis-je la prévenir, etc. Sachant qu'il y a des endroits où le phénomène est devenu tellement banal que les parents se droguent devant leurs enfants, qu'il n'y a pas de drogue douce. Pas tous, quand même. Non mais d'accord. Enfin moi je vis. Enfin, il y a un endroit que je connais bien dans la région, le Val-Espire, où le phénomène, en plus avec la clochardisation, tout un tas de choses de genre, les gens qui passent la frontière pour aller chercher et qui passent sans aucune difficulté, on arrive à un taux de schizophrène et d'épileptique parce qu'il n'y a pas de drogue douce. Hein. Le THC, ça a des effets bien précis qui se transmettent aux générations. Vous avez des enfants qui sont en train de, dans la rue, se transmettent aux générations, et on nous raconte que c'est pas grave, c'est pas de drogue douce, etc. Et en plus, on est sur une route qui est, on le sait. Eh bien, je vais vous répondre, puisque dans les audiences que je fais, je suis délégué du procureur, donc jusqu'au 31 janvier, je l'étais, en charge donc de la lutte contre les discriminations, entre guillemets, plus j'avais la charge également des mineurs délinquants. Et j'avais donc une audience à peu près toutes les semaines où j'avais au départ 30, voire 20 personnes. Et effectivement, ce que vous soulevez est exact, parce qu'en Espagne, la drogue est autorisée, ça je le sais, mais on n'a même pas besoin d'aller en Espagne. Alors, les personnes qui passent devant moi pour usage de stupéfiants, pour détention de stupéfiants, la solution, il y a d'abord un rappel à la loi, c'est la première des choses. La seconde chose, il y a quand même une injonction thérapeutique. Alors l'injonction thérapeutique, ils sont envoyés à l'agence régionale de santé. Ils sont reçus, donc, ces jeunes avec leurs parents, puisqu'il ne s'agit que de mineurs. Hein, les majeurs savent ce qu'ils font, mais les mineurs, il est de notre devoir donc, de les protéger. Ils vont avec leurs parents. Il y a une psychologue qui les écoute, un pédopsychiatre également. Et nous avons plusieurs associations qui s'occupent justement de ces personnes. Alors une fois que ces jeunes sont passés à l'agence régionale de santé, ils sont dirigés vers une des associations, il doit y en avoir 3 ou 4 associations. Ensuite, ces jeunes sont obligés donc de suivre les décisions qui ont été ordonnées par le médecin, et je reçois, lorsqu'ils ont exécuté ce qui a été décidé, une attestation comme quoi que ça a été suivi. Mais pendant le rappel à la loi, je leur explique justement la dangerosité, je leur remets moi-même une documentation spécifique concernant donc, les problèmes de drogue. Je regrette d'ailleurs que dans les établissements scolaires qu'on ne le fasse pas. J'ai été moi-même donc professeur auxiliaire, et c'était systématique. En particulier, j'avais au départ des collèges, ensuite c'était les lycées, et c'était systématique. Je faisais en sorte à les sensibiliser au danger justement de la drogue. Les enseignants, je reconnais qu'ils ont quand même beaucoup de travail, et puis peut-être beaucoup plus d'élèves, mais en ce qui concerne le tribunal, nous le faisons. Alors tous ceux qui refusent donc d'exécuter l'injonction thérapeutique passent systématiquement donc devant le juge des enfants et sont donc sanctionnés. Alors les trafiquants de drogue, vous le savez très bien, ce sont souvent des jeunes. Je les vois personnellement, puisque je suis à Perpignan depuis janvier 1972, et je les vois place de Catalogne, là où il y a justement des bus scolaires. Ils sont au pied du Castillet, ils sont vers Cuic. Comme je leur ai dit souvent, lorsque ces jeunes passent devant moi, je ne vois jamais donc ces dealers devant les maisons de retraite. Voilà. Mais je sais que je les vois donc dans ces lieux. C'est vrai que nous faisons le maximum. Là, ce que je regrette aujourd'hui, comme je m'occupe de la lutte contre les discriminations, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'habitants des HLM Saint-Assiscle, où il y a des problèmes d'incivilité, de délinquance, etc. Et j'aurais été heureux quand même qu'ils soient présents, j'aurais pu quand même leur dire quelque chose dans ce domaine. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas venus, puisque
en m'occupant de la lutte contre la discrimination donc, et l'égalité des chances, puisque je le fais. Ça a été décidé par Madame Dati lorsqu'elle était ministre, donc ça doit faire 4 ans. Je m'occupe donc de la lutte contre les discriminations. Et également les stages de citoyenneté, vous voyez qu'il y a quand même une continuité qui la concerne aussi bien les mineurs que les majeurs. Et ce que j'essaye de faire, c'est de réapprendre à beaucoup de personnes ce que c'est que la nation, le respect des autres, le vivre ensemble, etc. Et j'avais même dit un jour à mon patron, le procureur, je dis il faudrait faire passer 80% de la population de Perpignan à ces stages de citoyenneté. En particulier, malheureusement, dans les cités. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Je ne leur trouve pas d'excuses, ce n'est pas pour les excuser, mais les parents sont souvent dépassés, ignorent que l'on peut, en ce qui concerne, c'est pour ça que je souhaite que Maître Alliot soit le premier magistrat municipal, à partir donc de fin mars. On peut faire tout ceci en amont, c'est quelque chose de possible, et nous pourrons donc y réussir. Il faut essayer de régler ces problèmes en amont. Lorsqu'un enfant commence par poser des problèmes, la solution, les parents doivent donc saisir l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, ils peuvent bénéficier d'une assistance éducative en milieu ouvert. Donc, il y a des éducateurs, des éducatrices qui sont très compétentes, qui sont psychologues. J'en ai formé moi-même pas mal, puisque je suis au tribunal de grande instance depuis l'an 2000. Ça fait presque 14 ans. Et on aide justement ces parents pour l'éducation de leurs enfants. De même que certains stages parentaux sont également nécessaires, en particulier pour les personnes qui viennent je l'avais signalé également à M. Breno à l'époque, les personnes issues de l'immigration qui ne sont pas souvent instruits et leurs enfants leur font beaucoup de chantage en leur disant, écoutez, si tu me touches à leurs parents, je vais déposer plainte pour maltraitance, etc. Et donc j'avais signalé de tout ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se traiter en amont. Je pense avoir répondu à ce que... Oui, c'est très bien d'abord... Peut-être sur l'aspect de la drogue, après je passerai la parole à Claudine et au fond, donner la parole à Robert Assensi, qui est commandant de police honoraire et qui a bâti le programme municipal sur la sécurité et qui vous dira qu'il existe quand même des solutions pour, sur Perpignan, s'occuper de ces problèmes-là. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Sur le plan sécurité, Perpignan est la 4e ville la plus criminogène de France, ville de 100 000 habitants, avec 104 faits de délinquance pour 1000 habitants. Donc, à égalité avec Cannes. Donc, sur Perpignan, la police municipale a effectif de 107 fonctionnaires. Bon, ils sont répartis dans les différents secteurs de la ville. Mais le problème qui m'est apparu immédiatement lorsque j'ai commencé à me pencher sur le problème de la sécurité à Perpignan, ça fait que 3 ans que je suis sur Perpignan, c'est qu'en fait, le gros problème, c'est que la police municipale ne travaille pas la nuit. Vous voyez, il n'y a que l'été où les effectifs sont poussés jusqu'à 1h du matin, mais ensuite, il paraît que c'est trop dangereux. Donc, on préfère les faire entrer... c'est pas moi qui l'ai dit, hein, j'ai entendu dire que c'était trop dangereux. J'ai entendu ça le 6 février. Donc, pour ce qui nous concerne, nous avons prévu, si toutefois nous étions amenés aux affaires, prendre la mairie, de porter l'effectif de la police municipale de 107 à rajouter 56 fonctionnaires de police supplémentaires, en créant 2 unités, une brigade de roulement de nuit qui assurerait une permanence du 1er janvier au 31 décembre la nuit dans le créneau horaire 5h50, 21h, ce qui permettrait, avec un effectif de 20 fonctionnaires, d'avoir en permanence la nuit un effectif de 2 à 3 patrouilles
en plus, en fait, de la police nationale. Parce que la police nationale, qui assure, elle, cette surveillance de nuit, plus souvent, ils n'ont que 2, voire qu'une patrouille pour assurer la sécurité de 120 000 habitants. Ce qui fait que la plupart du temps, en particulier les week-ends, les chefs de poste qui reçoivent les appels, les réquisitions des citoyens, sont obligés de classer en fait les interventions par ordre de priorité, et puis il y a des interventions qui sont pas assurées. Alors, ce qui fait que ce qui va créer le sentiment d'insécurité, c'est le citoyen qui va appeler à 23h le commissariat pour un tapage, et il va se faire répondre, écoutez, monsieur, j'ai mes 2 patrouilles qui sont engagées, une qui est en train de constater un accident sur la voie express, l'autre qui est en train de courir après les cambrioleurs, votre appel, bon, je le prends en compte, mais quand une patrouille sera dégagée, je vous enverrai du monde. Alors cette personne, au fond d'elle-même, dit bon, bah, d'accord, là j'appelle pour un tapage, mais si j'étais agressé chez moi, si j'étais victime d'un homejacking, d'un carjacking, ça serait la même chose. Donc, ce qui fait que les personnes, en fait, ont ce sentiment d'insécurité qui va monter. Alors ça, c'est pour la nuit. Et nous avons également le projet de créer une unité de roulement de jour qui, elle, assurera la permanence de 5h50 du matin jusqu'à 21h du soir. Là, ce sera 36 fonctionnaires répartis en 3 brigades de roulement de jour. Et ça nous permettra d'assurer également les interventions en journée, avec un effectif également de 2 voire 3 patrouilles, en plus de l'existant, hein, en plus des 107 fonctionnaires qui sont déjà répartis sur les secteurs. Et notre projet également, sur le plan opérationnel, est que tous les jours, un radio de la police municipale se rende au SIC. Hein. Le SIC, c'est le centre d'information de commandement, c'est la salle de commandement radio de la DDSP, du commissariat central de Perpignan, de manière à pouvoir bien se coordonner les patrouilles de la police nationale et la police municipale. Voilà. Alors, si vous avez des questions particulières, je vous écoute. Madame ? Je suis maintenant sur le moulin à vent. Et il n'y a pas longtemps de ça, du 4e étage, à côté de chez moi, il y a beaucoup de personnes âgées, du 3e âge. Et du 4e étage, un appartement qui s'est vidé, et donc qui est venu faire des travaux. Ils ont jeté baignoire par la fenêtre, baignoire, vitre, enfin tout ce qui pouvait passer par une fenêtre. Et donc j'ai appelé la police municipale. D'abord, eux, je les ai interpellés. J'ai dit, maintenant vous arrêtez votre cinéma. Il y a des personnes âgées qui avaient peur avec leurs chiens, puis tous les morceaux qui partaient de partout, parce que... Et alors j'ai appelé la police municipale, on m'a dit mais madame, vous savez, on n'a pas que ça à faire. J'ai dit écoutez, si vous ne le faites pas, je vais aller plus loin. Et ils sont quand même venus. Un monsieur en scooter est venu, bon, il a demandé les papiers du patron, de l'entrepreneur, et puis il a quand même exigé que tout soit enlevé. Mais quelques mois avant, l'été dernier, on a un petit parc pour les enfants qui est en face. Bon, il y en a plusieurs, on l'a avant. Il y en a un qui est rue du Fort-Saint-Elme, et puis il y en a un qui est boulevard de l'Occitanie. Celui qui est au boulevard de l'Occitanie, il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants, des mamans, des papas. Eh bien, il y a toute une bande de jeunes, 14, 15, 16 ans. Hein. Mais alors, ils ont fini par les insulter, à les faire sortir de là, les parents. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et maintenant, ce parc, il est dans un état, plus personne. Si, le soir, jusqu'à 10h, 11h, ça casse tout là-dedans. Et j'ai demandé à la police municipale, je dis, mais vous intervenez pas? On me dit, oh mais madame, vous savez, je dis, me dites pas que vous avez peur d'eux. Moi, c'est vrai que j'ai pas peur d'eux. Bon, on m'a rayé ma voiture, mais ça m'est égal. Mais justement, avec nous, la peur va changer de camp. Ah ben oui, là, voilà, bon, j'ai l'impression de... Nous avons également un autre projet, c'est de doubler les caméras de vidéosurveillance qui sont en place. Actuellement, il y en a 168. On veut doubler ce chiffre sur 6 ans. Mais le problème de ces caméras actuellement, c'est que ces caméras... Elles sont reliées à un PC qui se trouve au siège de la police municipale, qui se trouve près des abattoirs, là, vous voyez. Bon, il n'y a que 4 ou 5 fonctionnaires qui visionnent ces caméras. Et ce problème de ces 4 ou 5 fonctionnaires, c'est qu'ils ne peuvent pas en même temps visionner les 168 caméras. Bon. Alors,
pour ce qui nous concerne, nous avons le projet d'adapter sur l'existant, sur ce réseau de caméras, un système dit intelligent. Donc c'est un système informatique électronique qui se colle sur ce système de surveillance, ce réseau, mais qui va analyser ce que la caméra voit. Donc, un exemple, une caméra visionne un parking d'une entreprise, un parking commercial. Bon. Si cette caméra voit un individu qui traverse le parking, aucune alerte sera donnée. Par contre, si cette caméra visionne un individu qui fait le tour des voitures en vérifiant si une portière ne serait pas par hasard ouverte, automatiquement, cette caméra va analyser ce qu'elle voit, donc c'est la caméra intelligente, et le PC sera alerté, et automatiquement, un fonctionnaire va allumer l'écran et va voir ce qui se passe, et ça lui permettra de dépêcher sur place une patrouille. Encore faut-il avoir des patrouilles suffisantes. Au Moulin à Vent, il y en a une. Il y en a une de la Sardane. Si quand on leur dit qu'il y a quelque chose, pourquoi ils ne viennent pas? Mais justement, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ah ouais. Oh bah, il faut quand même les voir, mais pas au bon endroit. En ce moment, ils nous balayent les rues. Là. Oui, monsieur. En ce moment, ils balayent les rues. Oh, ça n'arrive pas. Alors, ce système de caméra, Oui, c'est vrai que c'est bien. intelligent, entre guillemets, vaut 1 million d'euros. On s'est renseigné. Alors ça existe dans certaines villes, mais bon, c'est un investissement qui vaut le coup. C'est moins cher qu'un cadran solaire. C'est moins cher qu'un cadran solaire. C'est ça. C'est ça. Je vous écoute. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est très important de parler comme de la sécurité dans une ville, mais il ne faut pas non plus trop exagérer avec des caméras, des vidéosurveillance, etc. Parce qu'à un moment donné, on en a peur donc, de toutes ces caméras, parce qu'on est vu, visionné, etc. Moi, ce que je voulais parler tout à l'heure, parce que lui parlait de la signalisation de l'ordre communiqué, la signalisation de nos villes. Aujourd'hui, on veut que Perpignan soit ville catalane, touristique, on parle des Catalans du Sud, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune manifestation intéressante. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, à part quelques petites activités qui se font dans certains quartiers. Saint-Assis, il faut quand même pas mal le souligner, fonctionne très bien. Mais après, en dehors de ça, on n'a pas une émulation de toutes ces activités culturelles, etc. Dans un communiqué aussi, vous parliez de tout ce qui est signalisation des musées, des centres culturels, etc. Et aussi de notre patrimoine religieux, il ne faut pas l'oublier quand même qu'à Perpignan, nous avons une magnifique cathédrale, nous avons le Camposanto, etc. Et ça, aujourd'hui, je voudrais savoir, ce patrimoine-là, comment il va être sauvegardé. Il manque le marché de la République. Docteur, vous voulez répondre? Le marché de la République. Oh, il n'y a plus rien. Oui, Louis, excusez-moi. Il manque le marché de la République. Il manque un marché tout court. Eh oui, tout court. Qui c'est qui veut donner le micro au docteur Gâteau? Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, dans la réflexion qui a été faite sur le projet pour la culture, il y a un travail sur la communication auprès de la population et des touristes pour informer du patrimoine de Perpignan. Il y a effectivement un patrimoine historique important. C'est vrai que les deux maires, le premier puis le second, ont toujours vanté ce patrimoine, mais dans les faits, effectivement, il n'y a jamais eu grand-chose de fait. Donc ça fait partie effectivement du projet de Louis et de l'équipe de mettre en valeur ce patrimoine auprès des offices de tourisme et de faire la communication au-delà de Perpignan sur la région. Tu veux compléter Peut-être sur l'animation, peut-être l'animation de la ville, c'est vrai que c'est un jeune. Bonsoir, donc je suis Alexandre. Louis m'a mis en charge des thématiques, notamment de l'animation et de la communication aussi. Donc effectivement, à Perpignan, il y a un gros problème, c'est qu'il y a des choses magnifiques, mais elles ne sont pas forcément visibles. D'une part quand on est perpignanais, mais aussi quand on est de l'extérieur.
il y a une signalétique qui existe, mais qui n'est pas forcément adaptée, qui ne saute pas assez aux yeux, et ça vaut d'ailleurs pour les monuments, comme pour les parkings, comme pour tout, comme pour l'accès aux autoroutes, pour l'accès aux villages alentours. Il y a un gros problème de mise en valeur du patrimoine perpignanais et du patrimoine plus généralement départemental. Voilà. Donc c'est clair que ça, dans le projet que portera l'équipe de Louis Alliot, il y aura un pan très important par rapport à ça. Au niveau de l'animation, ensuite, il y a des comités d'animation dans chaque quartier qui font un travail remarquable quand même, il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que peut-être ça manque, justement tout à l'heure on parlait d'intergénérationnel, peut-être que ça manque de dynamisme, de renouveau et d'activité et d'animation qui correspondent à l'attente des populations dans les différents quartiers. Et ça, ce sera un travail qu'il faudra mener avec toute l'équipe municipale, avec le service animation de la mairie qui est quand même doté en personnel, qui sont très certainement des gens compétents et qui ne demandent qu'à créer du nouveau, et ça se fait dans d'autres villes. D'ailleurs, pour ne pas citer le Barcarès, où j'ai eu, je ne dirais pas la chance d'œuvrer, mais où j'ai œuvré, tout simplement. C'est une ville où il y a énormément d'animation, et je dois reconnaître que si sur certains points, dans la ville du Barcarès, il y a des choses à revoir, au niveau de l'animation, elles sont quand même à la pointe. Et de l'expérience que j'en ai tirée, je pense que sous l'autorité de je l'espère, monsieur le futur maire, on aura la possibilité de mener des actions du même type, mais de façon, et là je vois le candidat du Barcarès qui me regarde en souriant, dans des conditions financières qui seront beaucoup plus mesurées, beaucoup plus proportionnelles aux réalités du quotidien des gens, au budget de la municipalité. Et transparent. Les estivales, voilà. les estivales. Voilà, pour parler du... Ouais, c'est vrai que mettre en valeur le patrimoine, ça passe aussi par l'ouvrir à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont totalement inexploités. On peut citer le musée d'histoire naturelle, qui d'ailleurs, comme par hasard, 2 mois avant les élections, il y a un énorme échafaudage qui vient de se monter pour le repeindre. Ce sera l'occasion de couper. Je ne sais pas si on m'entend sans micro. Avec le micro. Donc ce sera certainement l'occasion à nouveau de couper un ruban avant les échéances électorales. Voilà, donc le musée d'histoire naturelle, il y a le Campo Santo qui aujourd'hui est tout le temps fermé, qui a été mis pendant presque 18 ans en valeur par un super festival qui s'appelle les Estivales, et qui pour des raisons politique, tout simplement, ce festival a été transféré aux têtes de l'archipel pour la simple et unique raison d'aspirer le bénéfice du festival de façon à l'intégrer au compte de la holding archipel qui était à l'origine finalement une coquille vide, vu que ce théâtre de l'archipel, il a quand même démarré avec rien, c'est-à-dire qu'on l'a construit avant d'avoir les personnes pour mettre dedans, enfin les artistes, le personnel, ça, il n'y a pas de problème, il était déjà prévu, mais c'est peut-être pas d'ailleurs les bonnes personnes qui ont été mises. Donc le Campo Santo, dans les propositions de Louis, c'est de l'ouvrir tout simplement, et c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est de l'ouvrir au quotidien, comme on le fait pour un parc, comme on le fait pour n'importe quel monument, et avec des horaires bien évidemment qui sont aux attentes des Perpignanais et des Perpignanaises, c'est-à-dire pas de 10h à 12h et de 14h à 17h. D'ailleurs, à ce sujet, je permets quand même de soulever le fait qu'aujourd'hui, le théâtre de l'archipel, dont le montant est quand même... on le soulevait tout à l'heure, le coût est astronomique. Le guichet est ouvert de 12h30 à 16h45. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, quand on fait un théâtre à 42 millions d'euros, est-ce que c'est pour le laisser ouvert en accès au public moins d'une demi-journée par semaine par jour, pardon, la moitié de la journée. Enfin, ça paraît tout simplement ahurissant. Je pense que mettre une réceptionniste dans un théâtre
Et à la mairie, ça manque pas de personnel d'accueil ni de personnel tout court. Voilà, donc ça fait partie des exemples parmi tant d'autres. Et après, on parle de valorisation du patrimoine aussi, Monsieur Gâteau, du patrimoine religieux, qui quand même, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus là aussi... On n'est pas obligé de tout critiquer, c'est vrai qu'aujourd'hui, le patrimoine religieux, il est quand même bien mis en valeur. La cathédrale Saint-Jean, récemment, a quand même été... le parvis a été refait, c'est quand même une belle réussite. Cambriolé aussi. Oui, ça c'est encore autre chose. Oui, après c'est clair que moi je pense particulièrement à l'église Saint-Jacques, qui est un joyau de l'architecture perpignanaise et du patrimoine religieux, qui est complètement pas mis en valeur du tout, de par les accès escarpés, de par le stationnement. On pourrait en citer d'autres comme ça. Et pour finir, je pense aussi que dans une ville de 120 000 habitants, on se doit quand même d'être doté d'un vrai équipement culturel de type médiathèque et bibliothèque. Je crois que c'était le père de Jean-Paul Albu qui avait fait construire cette médiathèque dans le quartier Saint-Jacques. C'est vrai que l'idée était très bonne, mais il aurait peut-être fallu le penser différemment. Là, c'est pareil. Une médiathèque en centre-ville, il faut faire un parking avec, pas seulement un parking pour le personnel, mais un parking pour les usagers de la médiathèque, parce qu'il n'y a pas que les gens du centre-ville qui ont envie d'aller à la médiathèque, et il n'y a pas que les étudiants de l'université, il n'y a pas de bus qui passent aussi. Et donc là aussi, dans le projet de Louis Alliot et de l'équipe Perpignan Ensemble, il y a mettre déjà la médiathèque existante en valeur, parce qu'aujourd'hui, il suffirait de très peu de choses, vraiment, ne serait-ce qu'en l'interconnectant avec les archives municipales qui sont en face. Il y a moyen de faire un bel espace, là aussi, accessible à tous les Perpignanais, et de leur redonner envie de retourner aussi au cœur de Saint-Jacques, parce que c'était quand même le but initial, qui a complètement échoué, parce que cette médiathèque, personne n'a envie d'y aller, malheureusement, c'est triste, mais... c'est vrai. Donc là, il y a vraiment il y a un bel outil qui existe déjà, et qui peut être perfectionné, en complément éventuellement de cette idée de médiathèque communautaire, puisque aujourd'hui la culture a vocation, dans les années à venir, à rentrer dans les compétences de la communauté d'agglomération. Ça a commencé par un logiciel. Aujourd'hui, toutes les villes sont interconnectées et ont un logiciel avec toute la documentation, etc. Donc ça passera par la création d'une bibliothèque, une grande bibliothèque communautaire pour mettre à l'honneur la culture dans Perpignan Méditerranée, quoi, voilà. Pour suivre Saint-Jacques, derrière l'église Saint-Jacques, il y a les jardins de la Mirande qui sont inexploités et qui sont le restant de l'année, pour une certaine partie derrière le fort, une poubelle vivante. C'est-à-dire que chaque année, avant la procession de la Sanque, on retire des tonnes de merde qui sont jetées par les fenêtres, par les habitants du petit fortin à côté. Les jardins de la Mirande, c'est quand même le dernier rempart de Perpignan qui sont visibles. Donc on surplombe la ville, et ça, c'est une poubelle à l'année. Et chaque année, donc avant la procession de la Sanque, les employés municipaux retirent des tonnes de saloperies de tout genre, qui sont jetées, des fourneaux, voilà. C'est comme au Moyen-Âge. C'est vrai qu'il faut leur taper dessus quand même. Hein. De l'église Saint-Jacques et de la Miranda, il y a un projet de l'équipe Perpignan Ensemble de rénovation du centre-ville. Il y a un projet de rénovation du centre-ville qui est très construit, très fort, pour que Saint-Jacques retrouve une vie, je dirais, normale. Le gros problème du quartier Saint-Jacques, c'est qu'il a été mis en secteur sauvegardé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus toucher aux bâtiments existants. Ça a été une réponse de Jean-Paul Albuy au projet de Claude Barat en 1992, qui avait mis en place un projet de rénovation par placette, par destruction de l'habitat délabré,
et par création de petits îlots neufs d'habitat social. Pour répondre à ce projet, Jean-Paul lui a fait l'inverse. Il a dit il faut garder l'habitat ancien, il faut restaurer. Et donc il y a eu les projets ANRU, ANA, etc., qui ont permis effectivement de faire venir des budgets d'État. Le problème, c'est que ces budgets s'étaient destinés à refaire les façades. Et que pour que les gens obtiennent des budgets, ils étaient obligés de s'adresser à un nombre restreint d'artisans. Donc on peut penser qu'il n'y avait pas la possibilité de faire venir des gens performants. Bon, il y a eu tout un système. Le résultat d'aujourd'hui, c'est que non seulement les quartiers tombent, mais surtout ne peuvent habiter dans cet habitat délabré que des personnes, je dirais, ça c'est des bandits, c'est une misère sociale. Hein. Et donc cette misère sociale induit qu'on interdit pratiquement à la population d'aller dans ce quartier, d'aller voir l'église Saint-Jacques, d'accéder à la Miranda. C'est de l'autocensure, c'est de l'auto... Voilà, c'est une ghettoisation. Donc, le projet de Perpignan Ensemble, c'est de mettre le paquet là-dessus, de faire vraiment un projet de réhabilitation lourde, entre guillemets, c'est-à-dire, on fait des placettes. Effectivement, la médiathèque, c'est absolument impossible d'y aller, sauf à vélo. C'est hallucinant. Le vélo, je ne sais pas si c'est on ne peut pas y accéder à la médiathèque. C'est possible pour les gens d'accéder à la médiathèque actuellement. Dès l'instant qu'on ouvre le quartier, que l'on va aérer, on va pouvoir réhabiter. Et pour accéder à ce quartier, Perpignan Ensemble a aussi créé, du moins, a le projet de créer un quartier des arts, de rénovation de rue des Augustins, rue de la Fusterie, place Rigaud, qui aujourd'hui sont dans un état de délabrement avancé aussi, d'abandon. Et donc, tous ces projets ont pour but de revitaliser, de recréer de la vie dans ce quartier. La place une Puig et la caserne qu'il y a là-bas, qui a été bâtie par un producteur, ça s'appelle quand. Mais je l'ai fait quand j'étais candidat là-bas, pour le et j'ai même un peu de voyage. Mais je voyais, c'était pas pratique, j'étais seul. Et je voyais des barbus amenés là-bas, qui descendaient là-bas, et c'est leur fier. C'est la vie des fiers. Et pourtant, votre ville, elle est magnifique. Quand je suis venue il y a 25 ans, moi, Perpignan, pour moi, c'était, et pourtant, je suis bretonne, j'ai trouvé, oui, mais j'ai trouvé que Perpignan, c'était magnifique. Et je suis venue en vacances d'abord, dans le coin, et je me suis dit, si un jour je dois changer de la Bretagne, je viendrai ici. Et c'est ce que j'ai fait 5-6 ans après, et je trouvais ça magnifique. Mais j'ai l'impression que je trouvais Perpignan bien plus beau que les Catalans. Et toute notre région. Parce que quand je disais, oh j'ai vu ça, où c'est que tu as vu ça toi? Ou t'as vu quoi? Ah bon, ça? Mais ils avaient l'impression de rien avoir, alors qu'ils avaient de belles choses. Moi je trouve que vous avez de la chance d'avoir de très très belles choses, en plus du soleil. Le soleil, bon, j'habite à la pluie, mais c'est pareil. Mais c'est vrai, et maintenant, j'ai l'impression, là, quand je vous entends parler, je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai vu ça trop beau, ou est-ce que c'est vraiment les 20 dernières années qui ont fait que tout a... Je vous confirme que les choix politiques depuis 1993 ont été catastrophiques pour la ville. Et les choix politiques du centre, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est que Jean-Paul lui, alors si vous voulez aller au-delà, Claude Barat m'avait présenté un courrier de M. Paul lui, quand il avait parlé de rénover ce quartier, de l'Aréal, Saint-Jacques, et Paul lui a fait un courrier à Claude Barat en se demandant si c'était vraiment intéressant, parce qu'il n'y avait finalement pas beaucoup de population, et que rénover le centre de Perpignan, ce ne serait pas intéressant sur un plan politique. Donc c'était aussi ça qui a fait que ce quartier, tout le quartier historique très riche en patrimoine, s'est délabré. Et un autre aspect de ce quartier Saint-Jacques, il faut le dire aussi, c'est le problème du clientélisme, qui fait que lorsque des dégradations sont commises par la population locale, si vous voyez ce que je veux dire, chaque fois que les bailleurs sociaux demandaient à cette population locale
de faire face, de financer les dégâts provoqués, etc., il y avait des choix politiques des municipalités qui payaient à la place de la population locale les dégâts qu'ils provoquaient. Lorsque les gens ne payaient pas, c'est la mairie qui payait pour eux. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de changer tout ça. Juste, Claudine voulait poser ou intervenir. Je voulais juste rebondir sur les propos de monsieur s'agissant du trafic de drogue dans les départements. Vous m'entendez là? Donc je suis Claudine Fuentes, inspectrice des douanes, et donc je souhaitais faire une remarque suite au thème que vous avez abordé s'agissant du trafic de drogue dans les départements. Pardon. Sachez que la douane est présente dans notre département et que nos personnels font leur maximum pour intercepter des délinquants qui deviennent de plus en plus violents et qui utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués. Le problème de notre administration est que cette administration est victime du démantèlement. En fait, c'est victime d'une politique nationale et communautaire de démantèlement de nos effectifs. D'ailleurs, il n'aura échappé à personne, puisqu'on parlait du département et de la frontière espagnole, que le bureau donc, situé sur la frontière espagnole, le bureau du Pertus, a été démantelé. Démantelé au nom de quoi? Au nom de la libre circulation des personnes et des marchandises. Marchandises illégales. Et même des marchandises illégales, surtout. Marchandises illégales, c'est ce qu'elle fidélise la Voilà. Donc, suite à cette politique, nos personnels ont été invités à quitter la frontière. Et malheureusement, donc, la décision de repositionner nos effectifs sur la frontière espagnole ne relève pas de la politique municipale. Voilà. Donc c'est juste cette remarque que je souhaitais faire. Mais sachez que nous faisons le maximum avec les effectifs dont nous disposons et les moyens dont nous disposons. Bon, il est 20h30. S'il y a une toute dernière question, sinon...